C'est l'heure de votre journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Direction tout de suite à Touamassana pour commencer les actualités. Une nouvelle attaque à main armée s'est produite dans un point de vente de matériaux de construction à Mboulmadine qui est à Touamassana ce jour vers 10h45. 3 bandits non masqués armés de pistolets automatiques ont perpétré cette attaque. Ils ont ouvert le feu sur un homme qui venait de retirer de l'argent de ce lieu de vente. La victime a été touchée au niveau du ventre et les malfaiteurs ont réussi à emporter une somme estimée à 4 millions d'ariars. Les détails avec Antoine Martina sur les images de Viva Touamassana. Ce père de famille ne s'attendait pas à être admis d'urgence à l'hôpital en cette fin de matinée. Il a été grièvement blessé au niveau de l'abdomen après avoir été atteint par balle lors d'une attaque perpétrée par des bandits vers 10h15 devant une quincaillerie située à Mboulmadine à Touamassana. 2 individus qui n'étaient pas cagoulés ont mené cette attaque. En larmes, la victime a raconté avoir perdu une somme de 4 millions d'ariars. Sa vie a également failli y rester. Les éléments de la gendarmerie nationale se sont rendus sur les lieux de l'attaque. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Et une fillette âgée de 12 ans a été tuée par balle samedi dernier dans le Fouktan de Mangarifcha Sud, toujours à Touamassana, sous les yeux de ses parents. Les malfaiteurs ont mis fin à la vie de l'enfant. Lors de cette attaque à main armée, les bandits ont exigé de l'argent sans toutefois parvenir à emporter quoi que ce soit. Reportage. Swaline, 12 ans, venait tout juste d'obtenir son certificat d'études primaires une semaine auparavant. Une jeune fille pleine de rêves et d'espoir. Mais tout a basculé brutalement samedi soir vers 19h30 lorsqu'elle a été abattue sous les yeux de ses parents. C'est à bout portant que Swaline a été touchée. Une vie précieuse s'est éteinte à jamais. Les assaillants n'ont pourtant plus rien emporté. La famille n'a pu rien faire face à cette attaque armée. Les auteurs de ces actes criminels agissent désormais sans peur, avec une grande audace et sans aucune pitié. Selon des sources locales, la mère de famille est trésorière d'une association et elle aurait prévu de déposer 600 000 ariars à l'OTIV, somme qui aurait été visée par les bandits. Et dans le domaine de l'éducation, à une semaine des épreuves du BEPC, les élèves d'un établissement privé de la capitale sont dans la dernière ligne droite de leurs préparatifs. Les convocations leur seront distribuées ce mercredi. Reportage sur les images de Yves Janel. Les mathématiques figurent parmi les matières les plus redoutées par les candidats. C'est d'ailleurs la discipline qui a fait l'objet des dernières révisions aujourd'hui dans cet établissement privé de Tsiadan. Outre les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, ainsi que l'histoire-géo, restent également des matières jugées difficiles. Mais les élèves ne se limitent pas aux révisions effectuées en classe. Chacun adopte sa propre méthode de travail à la maison. Et ma révision personnelle à la maison et à l'école, j'essaye le plus possible de me concentrer et les exercices aussi sont à revoir, surtout à la maison. Et mes parents aussi essayent de m'aider concernant ce que je ne sais pas. Tu consacres encore combien d'heures pour la révision ? Tout le temps possible. Je dirais juste 15 minutes pour la relaxation et les loisirs. La vision, les choses avancent. J'essaye de faire un bilan de toutes mes leçons. Et bon, je crois que ça va marcher. J'étudie le plus souvent à partir de 20h. Parce que la nuit, je retiens plus vite. Ah, ça dépend. Ça dépend. Bon, si j'étudie histoire-géo me prend un peu plus de temps que les autres matières. Donc, histoire-géo, je peux dormir à environ 24 heures. Cette dernière semaine est également consacrée aux ultimes recommandations des enseignants à l'intention des candidats.
Dans cet établissement, la distribution des convocations est prévue ce mercredi. Au total, 38 candidats passeront le BEPC dans cet établissement. Pour rappel, les épreuves du BEPC se dérouleront le lundi 6 au jeudi 9 juillet. Les candidats débuteront par l'épreuve de Malagasy dans la matinée avant de poursuivre avec les SVT dans l'après-midi. Et dans un tout autre sujet, des jeunes ayant terminé leur service militaire venus de différentes régions ont débarqué à Antananarivo samedi dernier après avoir été informés qu'ils bénéficieraient d'un contrat de réengagement en tant que militaires professionnels. Mais sur place, ils affirment avoir été profondément déçus. C'est Nranirland pour plus de détails. Sans ressources, ces jeunes militaires déjà passés sous le drapeau et ayant accompli leur service national se retrouvent aujourd'hui dans une situation difficile. Ils affirment ne plus avoir les moyens de subvenir à leurs besoins, notamment alimentaires, et lancent un appel aux autorités compétentes pour trouver une solution. Il convient de rappeler que les jeunes militaires ayant terminé leur formation initiale et intégrés via un contrat de réengagement sont considérés comme des fonctionnaires militaires à part entière. Ils ont notamment droit à d'éventuelles progressions de grade ainsi qu'à divers avantages sociaux. Mais découvrons dans ce reportage les modalités d'accès au statut de militaire de carrière à Madagascar. Toujours un reportage signé Nranirland. L'accès au statut de militaire de carrière à Madagascar se fait soit par concours pour intégrer les écoles militaires après l'accomplissement du service national, soit par le biais d'un recrutement de nouveaux militaires ou d'un réengagement auprès du ministère des Forces armées. Une fois la formation de base terminée et le service national accompli, les jeunes recrues sont présentés sous le drapeau. Ceux qui choisissent de rester au sein de l'armée sont alors considérés comme des militaires à part entière, après la signature d'un nouveau contrat de réengagement. Le processus est entièrement gratuit et toute forme de corruption est strictement interdite par la loi à toutes les étapes de l'accès au statut de militaire de carrière. Dans la page économique, le dialogue entre l'État et le secteur privé n'a pas encore permis de résoudre les problèmes de la pauvreté à Madagascar, a affirmé aujourd'hui l'économiste Falier Ramakavelu. Selon lui, la véritable solution réside dans une politique de décentralisation économique. Reportage sur les images de Yves Chanel. Madagascar a connu une période où l'État assurait seul la gestion de l'économie entre 1975 et 1991. Pourtant, la situation économique s'est davantage dégradée durant cette période, a rappelé l'économiste Falier Ramakavelu. À partir de 1991, le pays a adopté un système libéral accordant une place plus importante au secteur privé. Malgré cette évolution, la pauvreté n'a pas reculé de manière significative. Selon ces explications, le débat ne devrait pas se limiter aux échanges entre l'État et les opérateurs économiques. Lors des concertations, les discussions portent le plus souvent sur les difficultés rencontrées par les secteurs concernés, sans s'attaquer aux causes profondes des problèmes économiques. Pour lui, il est indispensable de promouvoir une véritable décentralisation économique afin que les politiques économiques soient adaptées aux réalités locales. L'économiste estime également que la société civile doit être davantage associée à la réflexion sur la lutte contre la pauvreté à Madagascar. Selon lui, cette participation est indispensable pour que les politiques de développement profitent à l'ensemble de la population et ne bénéficient pas uniquement à une minorité. Le Canada s'est imposé sur le score de 1-0 face à l'Afrique du Sud lors de son premier match de stade des 16e de finale de la Coupe du monde de foot. Le Canada devient ainsi le premier hôte à se qualifier pour les 8e de finale dans cette compétition. Les résultats des autres pays organisateurs, notamment le Mexique et les États-Unis, sont également attendus. Narsoura Zakasson et Michel Ragoutson. Le Canada devient le premier pays hôte à se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du monde de foot. Opposés à l'Afrique du Sud hier soir, les Canadiens se sont imposés sur le score de 1-0. Le match a été très disputé et il a été difficile pour le Canada de percer la défense sud-africaine durant les 90 minutes de jeu sans parvenir à trouver le chemin défilé.
Ce n'est finalement qu'en prolongation que le verrou sud-africain a été déverrouillé, permettant à Stefano Eustáquio de marquer le but de la qualification. Dans le programme des prochaines rencontres, le Brésil affrontera le Japon à 20h. Le match entre l'Allemagne et le Paraguay est prévu à 23h30. Enfin, demain à 4h du matin, le Maroc sera opposé aux Pays-Bas. Poursuivant par les actualités internationales, un représentant américain a déclaré hier que les États-Unis et l'Iran allaient suspendre leurs attaques dans la région du Golfe et reprendre les discussions sur l'ensemble des points de leur protocole d'accord, signalant un apaisement après un regain des tensions entre les deux pays ces derniers jours. France 24. Après plusieurs jours d'affrontements, c'est le retour au statu quo. Américains et Iraniens font une nouvelle fois taire les armes pour laisser une chance aux négociations, comme l'a indiqué un responsable américain à l'agence France-Presse. Il est prévu que les discussions techniques continuent sur tous les points du protocole d'accord. Les deux parties vont cesser leurs attaques pour le moment et les navires peuvent circuler librement. Le détroit d'Ormuz reste au cœur des tensions. S'il a bien rouvert la semaine dernière à la faveur de la signature du protocole d'accord, les autorités iraniennes filtrent les passages en n'autorisant qu'un seul couloir le long de ses côtes et menacent de s'en prendre à tout navire contrevenant. Résultat, Oman a ouvert une voie alternative temporaire, ce qui n'a pas plu à Téhéran. Au moins 2 navires ont été touchés par des projectiles d'origine inconnue, mais attribués à l'Iran, ce qui a remis le feu aux poudres dans la région. Toute tentative d'adopter de nouveaux dispositifs ou des arrangements distincts par rapport à ce que met actuellement en œuvre la République islamique d'Iran ne fera que déboucher sur une situation plus complexe et retarder la réouverture du détroit d'Ormuz tout en accroissant les tensions, comme nous l'avons constaté au cours des 2 dernières nuits dans le détroit d'Ormuz. Selon plusieurs responsables américains, des discussions doivent avoir lieu mardi au Qatar entre Américains et Iraniens pour avancer sur le dossier. Une rencontre qui n'a pour l'heure pas été confirmée par la Maison-Blanche. Et depuis mercredi, 1 millier de décès de plus que la normale ont déjà été recensés en France, a annoncé l'Agence nationale de santé publique, alors que s'achève une canicule exceptionnelle par son intensité, prévenant que le bilan réel est voué à s'alourdir. France 24. Dans ce funérarium de la région parisienne, Zouher Erteli fait face à un afflux de demandes. J'ai des confrères qui m'appellent jour et nuit, j'ai plus d'une centaine d'appels par jour, aussi bien des confrères qui veulent ramener des corps, aussi bien des familles. Je suis contraint de refuser, de dire non, parce qu'on ne peut pas pousser les murs, on n'a pas de place, La structure est complète depuis ce week-end, tout comme les 2 funérariums intramuros. Les pompes funèbres confrères n'ont pas d'autre solution que venir chercher des cercueils, les emmener au domicile et faire ce qu'on appelle une mise en bière immédiate. Ils mettent directement le corps dans le cercueil et ils ferment pour conserver le corps dans un cercueil. Les autorités comptabilisent 1000 décès supplémentaires depuis mercredi par rapport au mois précédent. Une augmentation que Véronique Bertrand constate elle aussi dans son entreprise de pompes funèbres. On est x2, x3. Au niveau du nombre de décès. Et en fait, c'est surtout qu'on ne peut pas répondre immédiatement en fait, aux demandes des familles, puisque on ne sait pas en fait, où emmener les défunts. Les hôpitaux de Paris rapportent une activité aux urgences exceptionnellement élevée depuis la fin de la semaine. Et face à la hausse de la mortalité dans l'agglomération parisienne, la préfecture de police dit avoir mis en place des solutions temporaires, dont la mise à disposition de l'Institut médico-légal, réservé en général aux autopsies dans le cadre d'enquêtes criminelles. Des mesures d'urgence face à un épisode caniculaire inédit. De par son intensité et sa durée, il dépasse celui d'août 2003 qui avait causé la mort de près de 15 000 personnes en France. De vacances romaines à journal intime, en passant par la Dolce Vita, elle est devenue à l'écran une icône mondiale du mode de vie à l'italienne. La légendaire Vespa, un scooter né en même temps que la République italienne, fête ce week-end ses 80 ans à Rome. France 24. L'image est saisissante. Des milliers de Vespa défilent dans le cœur historique de Rome. Pour les 80 ans du mythique scooter italien, des passionnés venus du monde entier participent à la plus grande parade jamais organisée.
C'était magnifique, les gens nous saluaient, c'était incroyable. On est passé par les lieux iconiques de Rome, on ne pouvait pas faire mieux. C'est mythique, hein, le centre historique de Rome en Vespa, ça ne se passera plus jamais, c'est des deux temps, c'est interdit. Et il fallait le faire au moins, il fallait le faire cette année parce que je ne pense pas qu'on pourra un jour le refaire. Pour vivre ce moment, certains ont parcouru des milliers de kilomètres. Martin est venu spécialement de Sydney en Australie. Je voyage partout dans le monde avec ma Vespa, c'est fantastique, elle représente la liberté. Vous pouvez aller n'importe où, elle est suffisamment légère pour vous porter où vous voulez. Pour beaucoup ici, la Vespa n'est pas un simple scooter, c'est une histoire de famille. Ma passion des Vespa, je l'ai depuis mon adolescence. Celle-ci est ma première Vespa. Mon père me l'a offerte quand j'ai fêté mes 14 ans. Elle me fait vibrer le cœur comme à l'époque. L'histoire de ce cyclomoteur mythique commence il y a 80 ans. Dans l'Italie d'après-guerre, la Vespa offre à des millions d'Italiens un moyen de transport simple, économique et un goût de liberté. 8 décennies plus tard, la passion est toujours intacte, même si ces engins réservent parfois des surprises. Le carburateur a lâché. Tout à l'heure, je roulais puis le carburateur a lâché et on ne trouve plus les pièces de rechange. Alors maintenant, on doit me remorquer. Mais chez les passionnés de Vespa, on ne laisse jamais l'un des siens au bord de la route. Quelques ajustements suffisent parfois à remettre en marche l'un des symboles les plus célèbres de l'Italie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bonne soirée sur Viva.